L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Dakar, son Excellence est porteur d'un message de félicitations de Sa Majesté le Roi Abdallah. À sa sortie d'audience, son Excellence Abdel Aziz Ben Mohamed Al Haifan s'est confié à Khady Kane. Je viens de rencontrer son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour lui transmettre les félicitations du roi Abdallah Ben Abdelaziz, roi du Royaume d'Arabie Saoudite et serviteur des deux lieux saints de l'islam, ainsi que les félicitations du prince héritier, l'Amir Naïf Ben Abdelaziz Al Saoud. Nous avons aussi parlé de coopération bilatérale entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal, et les moyens de développer, d'accentuer ces relations qui sont excellentes et améliorer ces relations à des cieux meilleurs. Les partis politiques se sont opposés au report des législatives. C'est à l'issue de la rencontre d'échange qui a réuni 80 représentants de formations politiques. Le ministère en charge des élections avait convié tous les partis pour discuter du report des législatives. Le compte-rendu est ici signé Tchorodian. Pendant presque 3 tours d'horloge, ces acteurs politiques et leurs ministres tutelles ont eu à échanger sur un éventuel report de la date des élections législatives. À l'exception de quelques formations politiques, tous les autres partis et coalitions ont opté pour un report de la date. Entre le 30 et le 4, il devait y avoir d'abord la prestation de serment, ensuite la déclaration à la nation du tout nouveau président, puis maintenant sacrifié au rituel par rapport à la célébration donc, de la fête de l'indépendance. Tous ces événements n'ont pas favorisé aujourd'hui aux partis politiques de pouvoir se préparer pour se formaliser par rapport à la tenue des élections à date échue, initialement prévues le 17 juin. Pourquoi nous devons reporter? Les élections, le deuxième tour a eu lieu le 25 mars. Les résultats ont été publiés début avril. Du point de vue du code électoral, les listes devaient être déposées le 7 avril. Et les coalitions notifiées 24 heures avant, c'est-à-dire que le 6 avril. Mais objectivement, vu les conditions dans lesquelles les deux tours se sont organisés, il est manifeste qu'à l'heure actuelle, aucun parti politique, aucune coalition n'est prête aujourd'hui pour déposer les listes le 7 avril. Pour les 7 partis qui s'opposent à ce report, les lois et surtout celles constitutionnelles sont faites pour être respectées. Les élections ont été convoquées pour le 17 juin. Il faut respecter la date des élections. Nous sommes pour le respect du calendrier des élections à date échue. Vous êtes au nombre de combien? Non, nous sommes au nombre de 7 partis qui veulent le respect. Comme en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte toujours, donc la décision est prise à la suite de ces assises. Les élections législatives vont être reportées à une date ultérieure. Et ce communiqué de la Direction générale des élections, il est porté à la connaissance des citoyens, des partis politiques, des coalitions de partis et des candidats aux listes indépendantes que, conformément à la volonté du gouvernement et après concertation avec les acteurs politiques en présence de la Sénat, il a été décidé de retenir la date des élections législatives pour dimanche 1er juillet 2012. Cette décision du gouvernement a été acceptée par une large majorité des acteurs présents. En conséquence, le délai de dépôt des titres de coalition et des listes de candidature est reporté à une date ultérieure qui sera communiquée ultérieurement. Les mesures législatives devant accompagner cette décision feront l'objet d'une saisine de l'Assemblée nationale en procédure d'urgence. Après cela, le gouvernement prendra un nouveau décret de convocation des électeurs, signé le directeur général des élections. Les chrétiens du monde ont célébré le vendredi saint. Aujourd'hui, ils commémorent la mort du Christ. C'est aussi le dernier vendredi du carême. À l'église des martyrs de l'Ouganda, un chemin de croix plein d'émotions a été organisé. René Léon Fonseca. Des visages recueillis, l'instant est solennel. Des fidèles
qui revivent les moments de souffrance et de supplice qui ont précédé la mort du Christ. En face, des jeunes, des interprètes qui enchaînent les stations sous forme de représentation. 14 au total. Ils retracent toute la crucifixion de Jésus, de la condamnation à la mort. Ce dernier chemin de croix est une manière pour ses fidèles de se plonger sur le chemin de la compassion au travers du calvaire qu'a connu Jésus. Ça nous plonge un peu dans la passion du Christ. Donc nous commémorons cet événement, bien sûr douloureux, mais derrière cela, il y a l'espoir. Renaître comme enfant de Dieu, renaître à nouveau, laisser tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous rapproche du prochain, faire ce que le bon Dieu nous demande. L'émotion est aussi forte pour ces jeunes acteurs. Participer à cette représentation, c'est plus qu'une fierté. Fier, très fier d'avoir joué ce rôle. J'étais très content d'avoir joué Jésus aujourd'hui. Et j'en rêvais depuis longtemps. J'en rêvais. Je jouerai Jésus jusqu'à la fin de mes temps. Ils sont applaudis à la fin par des fidèles aux anges. Prochain temps fort de cette semaine sainte, la nuit pascale et la résurrection du Christ, prévu ce week-end. Bonne fête de Pâques aux chrétiens du monde du Sénégal. FACO Alternative, c'est le nom d'une nouvelle technique d'opération de la cataracte. Pour vulgariser la méthode, l'Organisation ouest-africaine de la santé a organisé une session de formation à Dakar. Pendant 4 jours, les ophtalmologues de l'espace CEDEAO vont renforcer leur capacité d'intervention, nous dit Claire Diop. La cataracte est la première cause de cécité au Sénégal. Au niveau individuel ou collectif, le handicap visuel est lourd de conséquences. Ce dysfonctionnement lié à l'âge rend le concerné vulnérable. Dépendance physique, appauvrissement, exclusion sociale, mendicité. Et pourtant, 80% des cas de cécité ou de malvoyance sont évitables ou curables. En 1993, l'État a mis en place le Programme national de lutte contre la cécité. Aujourd'hui, une mise à jour s'impose. Le Programme national de promotion de la santé oculaire est né. Sa mission, rendre les soins disponibles et accessibles, promouvoir la santé de l'œil par l'information et la sensibilisation. Mais la maladie persiste encore. Pire, les chiffres sont plus qu'alarmants. Il y a au moins 700 000 Sénégalais qui souffrent des yeux, qui ne voient pas de façon très claire. Mais maintenant, je ne vous parle pas de tous ceux qui ont des petites déficiences par-ci, par-là, etc., etc. Parce que ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg quand on parle donc des aveugles et des malvoyants. Pour inverser cette tendance, une technique nouvelle est instaurée. La FACO Alternative innove. Elle permet un gain considérable de temps et d'énergie et s'adapte à tous les sujets, jeunes comme âgés. C'est une chirurgie, comme on dit, alternative pour remplacer les techniques chirurgicales utilisées en Europe pour la cataracte et qu'on appelle la phacoémulsification. En Europe, c'est une technique qui est très onéreuse, qui utilise des machines dont l'entretien en tout cas nécessite beaucoup de techniciens et également beaucoup d'efforts. En Afrique, vous savez bien que nous sommes toujours sous-développés, également qu'on appelle, on n'a pas assez d'instruments aussi efficaces. Mais comme on ne peut pas rester donc en rade, ne pas être toujours dans le retard donc du développement, les pays africains, particulièrement la CEDEAO, ont pu en tout cas relever le défi pour améliorer la chirurgie pour le bien des populations. En Afrique, le partage d'expériences s'impose. Cette session de formation des formateurs est organisée à l'intention des spécialistes de la sous-région. Nous savons que nos populations sont pauvres et n'ont pas les moyens donc de payer pour des techniques qui sont beaucoup plus onéreuses. Et cette technique nous permet d'avoir des résultats qui, somme toute, satisfaisantes.
peuvent équivaloir à ce qui se fait ailleurs avec des moyens beaucoup plus importants. C'est une technique rapide, c'est une technique qui permet une économie de temps pour le patient à partir du moment où le suivi post-opératoire est beaucoup plus raccourci. Et pour nous, il était important d'acquérir cette technique. Pour cette formation, 5 pays de la sous-région. Nous avons ici présent la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Togo, le Sénégal et le Niger. Donc ils sont présents pour cette formation et c'est pourquoi moi je suis là pour la coordination de cette formation au compte de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les bénéficiaires de la FACO alternative affichent déjà satisfaction. Ils sont contents de pouvoir contempler bientôt la magie des couleurs et des formes. Ça m'a fait mal avec la cataracte, mais Inch'Allah ça va aller parce que je suis venue pour me soigner. Est-ce que vous avez payé? Non, je n'ai rien payé, c'est gratuit. Et vous êtes satisfait du service déjà? Vraiment, vraiment. Non, vraiment pas du tout, parce qu'on m'a bien accueilli, vraiment. Moi, devant un bol de riz, je ne pouvais pas voir ni les poissons ni les légumes. Mais après cette opération, je vais tout voir. Je remercie beaucoup l'UPS. Ici, tout est gratuit. L'offre de chirurgie de la cataracte reste gratuite pour les retraités et familles ici au Centre médico-social de gériatrie et de gérontologie de l'IPRES. Un cadre, du personnel, de la technologie de pointe, mais aussi des médicaments sont mis à la disposition des patients. Le combat, éviter la cécité inutile d'ici à 2020. L'association Sigil Mariama accompagne les chrétiens et souhaite le raffermissement de la foi. Elle vient d'organiser une journée de solidarité avec à la clé une remise de dons aux nécessiteux. C'est dans le cadre de ces activités en période de carême. Henrik Bokoko. Créé depuis 2000, Sigil Mariama œuvre dans le sens du renforcement des liens d'amitié et de partage. À ce titre, une journée de solidarité est organisée chaque année pendant la période de carême, afin d'accompagner les chrétiens et nécessiteux de toute obédience à un raffermissement de la foi. Chaque année, nous organisons durant le carême une journée de solidarité. À travers ce geste que nous avons pu quand même collecter des dons que les gens, surtout les musulmans, nous donnent. Des partenaires nous donnent cela. Quand les dons collectés sont redistribués aux populations les plus vulnérables. Une conférence a constitué le point charnière de cette cérémonie sous les enseignements de sœur Hervé Marie. Autour du thème « Vivre sa foi dans l'amour et l'action, quel défi pour la femme ?» Les différents participants ont mis en relief le rôle de la femme dans l'édification de toute société. Un important don composé du riz, de l'huile, des détergents et d'autres aliments a été remis aux nécessiteux. Une action rendue possible grâce à l'apport des partenaires. C'est des femmes très engagées, très dynamiques et ce geste va directement aux enfants démunis, c'est-à-dire qui sont dans la banlieue, issus de parents défavorisés. Donc c'est un geste qui va être apprécié par les parents, apprécié par les communautés cibles. Nous sommes très contentes d'avoir participé à cette cérémonie. Donc ce n'est pas la première fois. Chaque année, nous venons participer à cette journée de solidarité organisée par les femmes de l'association Sigil Mariama. Des diplômes d'honneur ont été décernés à ceux qui ont contribué de près ou de loin au rayonnement de l'association Sigil Mariama. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. D'autres femmes s'illustrent dans des actions sociales. Elles sont membres du groupement féminin G1000. Une enveloppe de 3 millions de francs CFA vient d'être octroyée au village d'enfants SOS. Le geste est salué par les bénéficiaires. C'est ce que nous dit Thioroyan. Pour assister les populations en situation de vulnérabilité, l'association des femmes du G1000 débourse chaque année des sommes colossales. Cette année, ce sont les enfants des villages SOS qui ont été ciblés. Nous venons de recevoir, comme vous l'avez dit, un chèque de 3 millions de francs CFA et des denrées de première nécessité, du riz, de l'huile, du savon, des tomates, par une association appelée G1000 qui a bien voulu nous faire ce don
pour les enfants des villages d'enfants SOS, mais aussi des programmes de renforcement de la famille que nous appuyons. Ce geste est très important parce que, comme vous le savez, les villages d'enfants SOS sont une œuvre de bienfaisance. Les membres du GEMIL s'investissent de plus en plus pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. C'est pourquoi ils octroient souvent des bourses à certains élèves. Ces femmes financent aussi des projets pour promouvoir des activités génératrices de revenus. Chaque année, nous organisons des journées culturelles et gastronomiques et les recettes, nous les destinons à une œuvre sociale. Et c'est dans ce sens que nous sommes à SOS pour remettre ce don. Le programme de renforcement de la famille a été initié par la directrice nationale des villages d'enfants SOS. Son objectif vise à éradiquer le phénomène des enfants de la rue et lutter contre la déperdition scolaire. Hors de chez nous, nous nous arrêtons au Mali où le mouvement national de libération de l'Azawad a proclamé l'indépendance du Nord. Après 3 mois de combat, la junte militaire, quant à elle, rejette toute idée d'indépendance. Cela fait un demi-siècle que le Nord Mali est secoué par des rébellions successives. Mais jamais il n'y avait eu un élément politique d'aussi haute portée symbolique. La proclamation de l'indépendance de l'Azawad est incontestablement l'aboutissement de 3 mois de combats intenses. Des combats menés par le mouvement national de libération de l'Azawad pour prendre le contrôle d'un territoire aride, grand comme la France et la Belgique réunies. Les populations de l'Azawad aujourd'hui, ils ont besoin d'accompagnement pour sortir de 52 ans de soumission et 52 ans de marginalisation à tous les niveaux. En rouge sur la carte, l'Azawad, le nom générique pour désigner le Nord Mali. Tombouctou, Kidal et Gao sont les 3 principales unités administratives de ce territoire. Sur cet espace géographique cohabitent plusieurs communautés, Mor, Sonrai, Peul, Bozo et bien sûr Touareg. Il reste à savoir aussi maintenant comment ces différentes communautés vont s'entendre, parce que c'est aussi un problème, et comment donc la gestion des relations entre ces communautés va pouvoir se faire. Outre la menace islamiste entretenue par le mouvement salafiste en Sardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique, le MNLA devra faire face à la vive réaction de Bamako. Officier, la junte militaire et ses partisans rejettent d'ores et déjà l'indépendance de l'Azawad. Le Mali est un et indivisible. L'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociée. D'ailleurs, ceux qui ont proclamé cette indépendance ont profité de cette situation, de fait, de cette désorganisation aujourd'hui pour s'accaparer les 3 régions du Nord. La France considère comme nulle et non avenue la déclaration d'indépendance de l'Azawad. Pour Paris, pas question de remettre en cause la souveraineté du Mali. L'Union africaine est de cet avis. Toutes ces prises de position fortes laissent penser que le processus de reconnaissance de l'Azawad comme membre de l'ONU n'a aucune chance d'aboutir, du moins pour le moment. Pendant ce temps, des milliers de Maliens rallient Bamako, s'est déplacés, fuient les exactions des rebelles. Parmi ces rebelles, des islamistes. Ils contrôlent présentement Tombouctou. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Élément de réponse. Le drapeau noir des islamistes d'Ansardine, les partisans de la foi dans les rues de Tombouctou. En 24 heures à peine, ils ont repoussé à la périphérie de la ville les combattants du MNLA, les Touaregs, adeptes d'un islam modéré, qui rêvent d'indépendance pour l'Azawad, cette région immense au nord du Mali que leurs ancêtres parcourent depuis la nuit des temps. Les salafistes d'Ansardine, eux, ne comptent pas s'arrêter aux portes du désert. Nous, ce qu'on veut, c'est pas l'Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. Lui s'appelle Oumar Amarra, il serait le commandant militaire d'Ansardine. Son programme tient en un seul mot, la charia. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Kessali. L'islam, pas plus. Beaucoup de ces hommes ont combattu aux côtés d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avant de fonder leur propre mouvement. Une légion d'extrémistes venus de tout le Sahel, de la Mauritanie au Soudan, pour mener le djihad. Quand ils sont arrivés à Tombouctou dimanche matin, la ville était livrée au pillard. L'armée malienne s'était enfuie à toutes jambes 2 jours plus tôt sans demander son reste. Il n'a pas fallu longtemps aux islamistes pour rétablir l'ordre et imposer leurs lois. Ils nous ont fait savoir qu'ils ne sont pas là pour la division du pays, mais plutôt pour l'application de la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Ils ont commencé à demander aux filles vraiment de s'habiller correctement, aux
gens de partir à la mosquée, d'appliquer réellement ce que l'islam dit, quoi. Les femmes de Tombouctou ont compris le message. Plus une seule désormais n'oserait sortir tête nue. Les tenanciers de buvettes, eux aussi, ont vite appris à leurs dépens que la vente d'alcool était à présent bannie sur l'ensemble du territoire. Dans le camp militaire abandonné, Ansardine a installé son quartier général. C'est là qu'elle détient ses prisonniers, une bonne centaine. Le MNLA, semble-t-il, ne contrôle plus que l'aéroport et la route qui mène au fleuve. Pour cet habitant de Tombouctou qui vient tout juste d'arriver à Bamako, la confrontation entre les deux groupes rebelles est inévitable. Vous pensez que les relations entre le MNLA et Ansardine, elles vont dégénérer? Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ils ne s'aiment pas? Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Pourtant, ce sont des Touaregs les uns et les autres. Les Touaregs les uns et les autres, mais ils s'aiment pas. À la gare routière, ceux qui en ont les moyens s'entassent dans les rares camions qui partent vers le sud, mais tous ne s'en iront pas. Tombouctou, la perle du désert, est presque totalement coupée du monde. Retour chez nous, nous allons au Fouta. L'une des plus anciennes mosquées du Sénégal se trouve à Kobulo, un village de la région de Matam. Kobulo est témoin d'un passé culturel et religieux marqué par une forte islamisation. Voyage au sanctuaire du premier Almami du Fouta avec Pape Koulingom. Situé à 400 km à l'est de Saint-Louis, le village de Kobulo se trouve dans la commune rurale de Dabia, département de Matam. Ce village, créé en 1222 par un certain Demba Amar, s'illustre par son passé et ses sites arabo-islamiques qui datent de plus de 3 siècles. En effet, c'est dans cette partie du Fouta que se dresse l'une des plus anciennes mosquées du Sénégal. Elle a été créée par le premier Almami Abdou Khadr Khan. Nous sommes en 1776. Selon Mamadou Khan, chef de village de Kobulo et petit-fils de l'Almami, la mosquée a été construite à partir de matériaux locaux. Les briques en banco étaient fabriquées dans un autre village à 11 km qui porte actuellement le nom de Daban. Elles étaient transportées par les disciples de l'Almami. 235 ans après, la mosquée garde encore son charme, son originalité et sa splendeur. Et ce, malgré les intempéries et autres aléas climatiques. Avec ses 25 mètres de long, 18 mètres de large et 5 mètres de hauteur, ce lieu de culte et d'adoration est strictement protégé. Son fondateur avait ordonné de ne jamais le transformer ou le moderniser. En raison de son importance culturelle et religieuse, l'UNESCO l'avait placé patrimoine historique. Aujourd'hui, cette célèbre mosquée de Kobulo fait l'objet de visites de plusieurs personnalités du pays et de la sous-région. Pape Koulingom, Serrer au Royaume Peul. À présent, nous revenons à Dakar pour faire un petit tour dans quelques rues, mais au rythme des Khassaïtes de Serigne Touba. La marche est initiée par Sokhna Fatma Fall. C'est pour rendre grâce au Tout-Puissant et saluer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Claire Diop. La journée est entièrement dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, l'occasion pour ces fervents talibés mourides de rendre grâce à Dieu et dire merci au fondateur de la Mouridia pour toutes les bénédictions. Cette année, l'activité est encore renouvelée. Le défilé religieux à travers les artères de Dakar a vu la participation des petits-fils et petites-filles de Khadim al-Mustafa ainsi que des talibés, tout âge confondus. Nous sommes en train de faire une marche religieuse à l'honneur de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Chaque année, nous organisons une journée culturelle Mame Diarra Bousso. Des temps forts d'échanges spirituels entre ces talibés mourides, ils se sont attelés à la lecture du Saint-Coran, mais aussi au panégyrique du fils de Mame Bousso Bali, Diariatou. L'objectif, c'est de rassembler tous les croyants en Dieu
faisons un récital de Coran, de Khassaïd et de Zikroullah. Nous invitons tous les Sénégalais, tous les enfants et les femmes à défiler pour Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Le point de chute de ce défilé religieux est la place de l'obélisque de Dakar. Sur place, les prières ont continué. Ces jeunes talibés sont appelés à cultiver la paix des cœurs et surtout à prendre comme exemple de code de conduite la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. Amitié sincère, c'est le titre de l'exposition que vous pouvez voir à la galerie Le Manège. Elle prend fin demain, samedi. C'est une œuvre de deux artistes qui se sont retrouvés autour de la passion du design. Ils magnifient le label Made in Dakar, Oumindour. Amitié sincère, rue Copain, angle design pour les deux artistes Ousmane Baye et David Guyot. C'est intitulé loin d'être un simple titre racoleur. C'est la matérialisation de tout ce qui les lie. Sans sincérité, à la limite, il n'y a pas d'amitié. L'amitié, ça vient du cœur. La sincérité, ça nécessite un peu d'esprit. Et la création a besoin des deux, du cœur et de l'esprit. Donc, c'est un peu là où on se rejoint. Car a priori, rien ne réunit Ousmane Baye et David Guyot. Le premier est dakarois. Après une scolarité écourtée, il s'est formé comme il a pu auprès de son père notamment. Le second, quant à lui, est architecte français, tombé amoureux du Sénégal et il y vit depuis 17 ans. Mais... Moi, je déteste le bois. Parce que le bois est quelque chose de très très compliqué pour moi. J'ai beaucoup de mal avec le métal, je me blesse, je me cogne, j'aime la chaleur du bois. Et pourtant, ils ont su s'unir autour de leur passion pour le design. Le résultat est cette cinquantaine d'œuvres, dont 4 communes, enrichies de leurs différences respectives. Avec cette expo, la galerie Le Manège de l'Institut français de Dakar entend faire découvrir une discipline encore peu connue du grand public sénégalais. On s'applique au niveau du manège d'avoir une sélection d'expositions qui vont présenter pas seulement des tableaux ou pas seulement de la photographie, mais d'autres disciplines et le design en fait partie. De leur côté, les deux artistes veulent surtout créer une autre manière de voir un art souvent considéré comme élitiste, voire snob, et dans lequel Dakar est pourtant devenu une référence sur le continent et même ailleurs dans le monde. Le design permet de dépasser au-delà des frontières, au-delà juste des castes ethniques ou qu'on puisse l'Afrique, l'Europe. Le design est quelque chose de libre, quelque chose qu'on prend et qu'on donne et qu'on savoure. Une liberté d'esprit et une concordance de vue sous-tendue par une dualité certaine, à voir, toucher et savourer jusqu'au 7 avril à la galerie Le Manège de Dakar. Je vous le disais en début de journal, Koumba Diakhaté-Mar a respecté le rendez-vous du vendredi. Bonsoir Koumba. Bonsoir Thierno. Alors, nous démarrons par le sport qui a un nouveau patron. Il s'appelle El Hadj Malick Gakou. Il fera face à plusieurs exigences. Oh, pas de répit, Thierno, pour le tout nouveau ministre des Sports, El Hadj Malick Gakou. De gros défis attendent donc Gakou. Le financement du sport, les JO Londres 2012, la qualification, les éliminatoires pour la CAN 2013 et le Mondial 2014, entre autres chantiers qui